Donc moi, ce que je vais vous présenter, ça diffère un peu de l'aspect mathématique. Donc c'est plus orienté sur l'aspect image, traitement du signal. Donc c'est une initiative en fait de Jean-Michel Morel de l'ENS de Cachan, fait en collaboration à l'époque avec Nicolas Limard. Actuellement, c'est plus Miguel Colomb qui supervise un petit peu l'aspect du journal. Moi, j'interviens notamment par rapport à l'aspect plus, on va dire, géométrie discrète, avec notamment mon laboratoire Le Lauria qui héberge un serveur spécialisé pour héberger des démonstrations en ligne que je vous montrerai tout à l'heure, orientées géométrie. Donc voilà, juste rapidement la présentation du journal, qui est un journal un peu particulier, qui peut être vu comme une nouvelle façon de publier. Donc je vais présenter un petit peu le contexte du journal dans l'aspect sur l'axe recherche reproductible. Je vous montrerai aussi un peu l'origine du journal. Dans la deuxième partie, je parlerai de la forme actuelle, des objectifs scientifiques et après des impacts que ça peut avoir à la fois au niveau des auteurs et des lecteurs aussi, puisque c'est un point important. Et j'évoquerai aussi l'évolution en cours du journal actuel. Alors tout d'abord, l'aspect recherche reproductible. Alors, en informatique, c'est un thème qu'on voit de plus en plus émerger. De manière générale, en sciences, l'aspect recherche reproductible, suivant les domaines, en sciences théoriques, il y a les preuves qui permettent de reproduire les résultats et de vérifier un résultat donné. Juste pour faire un petit aperçu, en sciences expérimentales, c'est pareil, il y a des procédures. Voilà, pour tester par exemple un médicament, on va tester sur des animaux et puis on va voir l'effet. On va pouvoir reproduire des effets sur des expériences. Et là, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a par contre en sciences de l'informatique. Donc là, c'est un peu plus, comme c'est un peu plus récent aussi, c'est peut-être ça qui... Pour l'instant, jusqu'à maintenant, actuellement, on a une description d'algorithmes et de méthodes en général. Souvent, ces descriptions-là sont plutôt réduites parce que déjà, dans un article, il y a un nombre de pages limité, donc souvent les descriptions sont limitées. Les paramètres aussi, en informatique, souvent des méthodes peuvent être dépendantes d'un paramètre qui sont en général pas forcément décrits parce que c'est déjà ça peut être un défaut, ça peut être critiqué, ça peut être un argument pour des reviewers pour critiquer en fait la méthode par exemple. Et dans le même ordre de choses en général les gens écrivent pas forcément tout le temps, soit par manque de place, soit par temps aussi, c'est les étapes de post ou pré-traitement. Mais qui des fois on se rend compte que ces étapes-là sont en fait hyper importantes. Sans que forcément ça soit forcément un gros défaut dans les méthodes, mais voilà, souvent ces étapes-là sont pas forcément présentes. Donc si je remets un petit schéma de la structure initiale, donc en informatique, voilà, si on a une nouvelle idée, en général ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à démontrer, si on est plus sur le domaine théorique, ou proposer une implémentation qui montre que notre méthode fonctionne, et puis avec ces deux choses, on va écrire un nouvel article dans une bonne revue, de préférence, et on peut espérer que quelqu'un réutilise notre chose. Donc du côté plus utilisateur, on va trouver un article qui est visiblement intéressant, et on se dit, tiens, est-ce que je vais pouvoir réimplémenter l'algorithme? Et ce qu'on peut espérer dans ce cas-là, c'est si on prend du temps justement à réimplémenter l'algorithme, c'est qu'on ait des résultats qui soient conformes à l'original. Donc voilà, là c'est un peu l'objectif de l'aspect recherche reproductible. Et les difficultés qu'on retrouve fréquemment en informatique, et plus globalement, enfin plus précisément en traitement du signal, c'est l'aspect que le code est souvent pas disponible. Donc souvent c'est un frein, puisque s'il n'y a pas le code, déjà si on commence à payer, même à développer soi-même, c'est du temps, donc c'est de l'investissement. Et si on n'a pas la garantie qu'on a le même résultat, c'est un problème. Autre problème aussi, c'est que la qualité, souvent, n'est pas forcément facile à mettre en œuvre, puisqu'en général, les résultats qu'on montre dans les articles, on essaye de montrer les résultats qui marchent, quoi. On ne va pas montrer les pires cas. Enfin, normalement, on peut essayer aussi, quand même, c'est toujours bien vu. Mais souvent, ce n'est pas forcément facile. Il y a quand même un biais qui existe. Et puis même, il y a un autre biais, c'est qu'en fait, dans certains domaines,
on peut essayer d'avoir des données un peu spécifiques qu'on aimerait bien essayer. Voilà, c'est une difficulté qu'on peut avoir. Et comme conséquence, les comparaisons sont difficiles, ça prend du temps. C'est peut-être même du temps perdu des fois si une méthode en fait marche très bien. Donc voilà, ça peut être un temps perdu pour le lecteur et ça limite même la diffusion de la recherche en fait. Quand vous avez un article où on voit que l'implémentation a l'air compliquée à faire, la plupart du temps en fait, même si jamais le code n'est pas donné, l'article, sauf s'il y a vraiment une idée maîtresse qui est vraiment super forte, on peut très bien avoir des articles qui ne sont même pas cités et puis qui sont même oubliés même s'ils étaient très bien. Donc ça c'est quelque chose d'important. Donc du coup, alors pour pallier à ça en recherche reproductible, on voit souvent quand même la mise à disposition du code. Donc ça fait, c'est une valeur ajoutée qu'on ressent d'expérience, dès qu'on donne le code, c'est quand même il y a un plus, c'est-à-dire que les gens ne sont pas obligés de tout réimplémenter. Par contre, le problème qu'on remarque souvent, c'est que le logiciel n'est pas forcément valorisé. C'est-à-dire que vous êtes un étudiant en thèse, si vous commencez à valoriser votre logiciel, en commission, les gens qui recrutent, en général, l'argument, il revient quasiment jamais, quoi. Sauf s'il y a un brevet, l'argument, souvent, certains organismes dire « Ah oui, il y a un super brevet », même si le brevet, ça se trouve, il n'est jamais défendu, il est peut-être même pas applicable, le fait qu'il y ait un brevet, tout de suite, c'est bien. Donc le logiciel en soi, c'est rare de gens qui disent « Ah ben là, ce logiciel, si, il vaut quelque chose, j'ai regardé les sources ». Ça, on ne voit jamais, malheureusement. Donc c'est un effort important qui n'est pas forcément rentable pour l'étudiant, ce qui est dommage. Alors, au niveau diffusion, au point de vue recherche reproductible, il y a des journaux qui existent, un peu spécialisés dans le logiciel. Alors, il y en a un certain nombre, comme Source Code for Biology, des domaines qui vont toucher plus le niveau software, en fait, qu'autre chose, ou alors des domaines comme la biologie ou la médecine. Après, il y a un autre point aussi, c'est les plateformes de diffusion, comme Run My Code ou Run and Share, etc. Donc je ne vais pas tous les passer en revue, mais là l'idée c'est par exemple vous pouvez uploader vos données et puis automatiquement en ligne vous avez le résultat de vos logiciels. Sauf que là c'est quand même un petit peu gênant, c'est-à-dire que même si ça peut être gratuit d'ailleurs, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de validation scientifique dessus. C'est-à-dire qu'ok, on a une implémentation certes, mais on n'est pas capable de savoir qu'est-ce qui est utilisé derrière. Donc pour avancer au niveau scientifique, c'est quand même gênant de ne pas avoir exactement, de savoir ce qu'on va manipuler ou pas. Donc voilà, donc l'origine en fait, par rapport à ce contexte un peu recherche reproductible, l'origine du journal, donc ça a été initié en octobre 2009, donc sous l'initiative de Nicolas Limard et Jean-Michel Morel, de l'équipe du CMLA, de l'ENS Cachan, et le premier article a été publié en 2010. Et donc la motivation, c'est un peu ce que je viens d'expliquer, c'est une nouvelle façon en fait de publier, de permettre à tout le monde de tester directement les algorithmes en ligne et être indépendant de la plateforme sans même télécharger du code, même sur un téléphone à la rigueur. L'idée, voilà, c'était d'avoir quand même un journal avec un article derrière. Donc justement, les caractéristiques du journal, donc c'est un journal de manière, comme on peut le voir, de manière classique, en traitement et analyse de signal maintenant, parce que maintenant il y a aussi l'aspect 3D et l'aspect audio. Donc chaque article en fait contient la description d'un algorithme et du code source qui est associé à l'implémentation proposée. Et ce qu'il y a aussi un peu d'original, c'est le troisième point. Chaque article, en général, alors c'est pas obligatoire, mais est associé à une démonstration en ligne. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut tester, voir si tel algo de débruitage, par exemple, fonctionne avec son image un peu particulière, ici de la biologie, par exemple, et bien en fait, même si la personne ne connaît absolument rien en informatique, si elle sait juste aller sur Internet, je vous montrerai tout à l'heure, elle va être capable de tester le résultat en ligne. Alors c'est aussi, donc il y a un processus de relecture et d'évaluation qui est assez conséquent, puisque non seulement il n'y a pas que l'article qui est reviewé, mais il y a aussi le code qui est reviewé, c'est-à-dire qu'on analyse le code et on fait une review, qui peut être très longue du coup, parce qu'il y a à la fois la partie scientifique et la partie codage, et aussi les démonstrations, puisqu'on veut avoir la garantie que ça soit exactement l'algorithme qui est implémenté, donc même la partie démonstration est reviewée. Et c'est un journal open science, donc de recherche reproductive, donc voilà, c'est gratuit.
Tout le monde peut soumettre gratuitement, tout le monde peut y accéder gratuitement. Les PDF des articles, les auteurs peuvent en faire ce qu'ils veulent. Voilà, donc là c'est le modèle plus que Green d'ailleurs, mais voilà. Alors, ce que ePOL n'est pas, alors par contre, il faut faire un peu attention, souvent les gens un peu confondent, mais en fait l'objectif c'est de publier des algorithmes et leur implémentation, mais c'est pas, l'aspect logiciel c'est pas ça en fait, c'est pas ce qu'on cherche à avoir. C'est pas une bibliothèque non plus ou un diffuseur de librairie, là ça n'a pas de lien, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des librairies, il n'y a pas de souci. Mais on ne va pas chercher à avoir des versions de logiciels, ça c'est pas du tout l'esprit. En général, quand on a un article, on a une version de code et c'est fini. Elle évolue plus parce que c'est pas l'objectif en fait. Donc voilà, donc c'est pas une plateforme logicielle. Donc voilà à quoi ça ressemble la structure du journal. Donc c'est en ligne, même si au point de vue éditorial, il y a des besoins, il y a forcément maintenant un PDF qui est associé à ça. Donc vous avez, donc voilà, vous pouvez observer ici, donc il y a 3 onglets. Donc là vous avez un exemple d'article avec la structure voilà, de l'article du PDF que vous voyez ici, et il y a les 3 onglets où il y a l'aspect aussi démonstration que vous voyez ici. Donc si vous pouvez tester, hein, si vous allez en ligne sur l'adresse de ePOL, donc epol.im, en fait vous pouvez télécharger votre image qu'on voit ici, soit tester avec les images qui sont proposées, les images de test, ou alors uploader votre image. Donc il y a aussi une page qui est assez intéressante au point de vue historique. C'est-à-dire que vous pouvez voir qui a testé, enfin pas qui, mais quelles sont les images qui ont été utilisées pour tester vos algorithmes. Donc ça c'est vraiment une partie aussi assez intéressante. Au niveau aspect classique, donc il y a un projet éditorial, un comité éditorial de manière assez classique, avec un numéro DOI, etc. Il y a des éditions spéciales aussi. Et il y a des... voilà, on est indexé maintenant par Scopus, c'est quasiment bon, normalement je crois même que c'est bon. Des BLP, etc. Enfin, maintenant, il y a la plupart des indexations qui sont là. Et voilà, donc ce que je disais un peu tout à l'heure, chaque article doit proposer une implémentation. Il y a une phase de relecture, vérification de l'implémentation. Donc voilà, donc c'est un travail assez conséquent. Au niveau, alors là je peux peut-être passer un peu rapidement puisque plus orienté en maths, mais voilà, il y a quelques contraintes au niveau logiciel et puis des procédures à respecter histoire que ça soit pas un peu n'importe quoi. Enfin voilà, je vais passer un peu vite, mais c'est les langages et c'est pas exhaustif. On a tendance là à essayer d'ouvrir au maximum pour que les gens puissent soumettre facilement. Et l'objectif scientifique global du point de vue éditeur, là, c'est de couvrir en fait l'état de l'art de l'axe, qui est assez ambitieux, hein, de l'axe traitement d'image, traitement du signal, et d'identifier en fait les algorithmes qui vont être représentatifs de l'état de l'art, sachant que chaque année, il y a à peu près 5000 articles qui sortent, qui sont publiés. On peut se demander, ben voilà, mais quels sont les articles qui émergent. Ben là, c'est un peu l'objectif d'ePOL, que les choses qui émergent soient ici. Et donc de représenter un état de l'art. Mais aussi d'ailleurs, ce qui est important aussi, que ce ne soit pas uniquement les articles, même si les choses commencent à être dépassées, des algorithmes, les garder, enfin quand même avoir l'aspect implémentation en ligne, parce que c'est important aussi même s'il y a des nouvelles articles qui montrent, qui sont meilleurs pour certaines images, en fait on se rend compte que des fois des articles qui datent de très longtemps, ben, en fait des implémentations... souvent, les gens n'ont pas assez poussé les paramètres et on se rend compte que des fois, ça marche très très bien. Et là, on se rend compte de l'utilité d'avoir des démonstrations en ligne, même sur des algos qui sont un peu anciens, en fait. Donc voilà, juste un aperçu sur les axes thématiques actuels. Vous avez à peu près le nombre d'articles qui sont dans chaque thème, donc c'est assez vaste. Il y a 2 axes principaux où on couvre à peu près l'état de l'art sur l'aspect débruitage d'image, où là, il y a... vraiment quasiment l'état de l'art et en stéréovision. Le reste, on s'y approche petit à petit en fait. Hein. Voilà, alors maintenant au niveau un peu des impacts du journal, juste avoir un petit aperçu de quelques chiffres. Donc on a 121 articles qui ont été publiés depuis 2010, il y en a 20 en cours d'évaluation. Donc voilà, vous avez aussi les citations qui apparaissent donc dans Google Scholar. Et donc là, on s'aperçoit, ce qui semble assez naturel, au moins en informatique, bah, du coup, que les citations augmentent très vite, en fait, parce que
C'est vrai que si en plus vous avez l'implémentation, de se comparer, ça prend 30 secondes. Hein, vous téléchargez vos images et que là, vous comparez à quelque chose qui est en plus de l'état de l'art, connu comme état de l'art. Donc en général, ça aide vraiment à être cité d'ailleurs, donc à ce que nos travaux ne soient pas complètement oubliés. Au point de vue statistique, alors voilà, là j'ai que des chiffres de 2013 parce que en fait il y a une nouvelle architecture, hein, ils ont changé de système, du coup voilà, je préférais mettre des chiffres qui étaient à jour, plutôt que des chiffres erronés. Donc voilà, c'est à peu près 100 000 visites sur cette période-là, avec 25 000 téléchargements. Là c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. L'utilisation des démonstrations en ligne, donc c'est vraiment bien utilisé dans une gamme de pays assez large. Donc voilà, c'est juste pour donner un aperçu de l'utilisation des choses, de l'impact du journal. Et il y a certaines démonstrations qui ont plus de succès, comme par exemple un algorithme de détection de droite. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, moi je travaille un peu dans ce domaine-là. Et en fait, comme on voit souvent passer des articles sur ce thème-là, à force, on peut se dire ah bah, c'est peut-être un truc maintenant, bon, bah, c'est bon, on a fait le tour. Au niveau recherche, est-ce que c'est un intérêt encore de travailler là-dessus? Au niveau déjà application, ben, en fait, ce genre de choses sont, je trouve, super intéressantes dans le sens où quand on regarde le nombre de gens qui ont testé ça en ligne au cours du temps, on se dit ah bah si, en fait, c'est qu'il y a un besoin derrière. Et donc, quelque part, ça me motive aussi de se dire ah bah si, il y a plein de gens. Et l'air de rien, donc c'est un des articles les plus cités, mais et c'est pas quelque chose que personnellement j'aurais parié forcément. Alors après, c'est peut-être la qualité aussi hein, de l'algorithme, mais voilà, les gens testent. Enfin, je trouve qu'il y a un côté motivant de voir ça. Donc voilà, justement, les impacts pour les auteurs. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a un test immédiat sans aucun investissement au point de vue utilisateur. Ça incite les gens à se comparer. Donc ça, c'est comme je disais tout à l'heure. Et ça permet déjà aussi d'être sûr que notre implémentation elle est bien la bonne. C'est-à-dire déjà même pour soi être sûr qu'on a bien les bons résultats de l'article, qu'il n'y a pas d'erreur. On peut faire des erreurs aussi. Et comme je disais tout à l'heure, ça permet aussi de rapidement se dire est-ce que le truc qu'on a proposé c'est pertinent ou pas. C'est toujours un gain de savoir si, est-ce que ça, ou même voir des images dans les historiques sur les cas où ça marche super bien, et puis des cas en fait où ça ouvre des nouveaux points d'intérêt au point de vue de recherche. Donc voilà, il y a aussi un feedback du coup à travers l'historique, ce que je viens de dire, détection de cas où il y aurait des problèmes par exemple, et des mesures de la robustesse par rapport à des paramètres en image. Alors il y a aussi un impact que j'ai remarqué personnellement au niveau de la publication des reviewers. J'ai remarqué que souvent, quand on donne un article, on soumet un article même qui n'est pas forcément... on se dit, tiens, c'est pas l'article du siècle, mais quand même, il y a un travail qui est fait, qui marche, on est content. Et en général, quand il y a une démonstration en ligne, j'ai rarement eu c'est rarement fait rejeter un article avec une démonstration en ligne. Peut-être du hasard hein, pour l'instant, mais je pense que ça permet peut-être de convaincre le reviewer qui était un peu indécis de se dire ah oui ça marche, j'ai la preuve quelque part, il peut tester avec ses images et il peut être vite convaincu, le feedback est là quoi. Alors par contre on peut quand même avoir des critiques par rapport à ça. Première chose c'est quand même un effort qu'on peut qualifier d'excessif dans le sens où il n'y a pas juste un article à écrire, pour un étudiant c'est quand même un effort. Hein. Il faut donc faire du code propre, commenter, du code qui tourne, et qui va être reviewé, donc il y a plus de temps de review, hein, c'est un peu plus long, même si on arrive quand même à avoir des temps qui sont corrects. Voilà, il peut y avoir des articles qui sont publiés en 3 mois, hein, ça existe. Mais voilà, ça peut être variable. Et il y a de nombreuses données à vérifier. Donc en fait, c'est x3, quoi. Il y a article, code et la démonstration qui est à faire aussi. Donc il n'y a pas encore vraiment de chiffre officiel d'impact factor, mais je pense qu'on peut assez vite convaincre les gens que ça va vite... on va vite être soutenu. Donc voilà. Donc les bénéfices, voilà, j'en ai parlé. On a un gain tangible par rapport aux industriels, on peut être assez convaincant, même par rapport à des projets. Le fait de dire qu'on va publier là, c'est quand même, ça convainc assez facilement les gens. Alors le mode de workshop, c'est un nouveau mode. Alors je vais peut-être pas juste vous montrer un peu l'idée. Est-ce que je l'ai mis là ? Alors le mode workshop, en fait, c'est un peu pareil, sauf que l'idée, c'est que vous ne publiez pas en fait, d'articles, mais juste la démonstration en ligne. Ce qui fait qu'en fait, ça permet un peu
de montrer, par exemple, si vous soumettez dans une conférence, si vous avez la démonstration en ligne, ça permet de montrer que votre code marche. Alors les évolutions, donc je n'ai pas trop de temps, mais je vais juste vous montrer que ça fonctionne par exemple sur des données en géométrie, en 3D, les choses sont faites. Les choses sont faites au niveau du son aussi. Il y a des choses qu'on peut tester avec du son et soumettre des articles qui sont orientés son. On a une nouvelle architecture là, qui est assez intéressante, qui permettent avant, si vous vouliez faire une démonstration, c'était manuel. Il fallait coder un petit peu en Python. Alors il y a des gens dans l'équipe People qui pouvaient vous le faire pour vous, mais en général ça prenait un peu de temps. Mais maintenant, ce qui est vraiment, ça peut devenir un outil, c'est-à-dire que vous pouvez vous générer vous-même vos démonstrations sans générer de code, sans manipuler de code. Juste avec un simple, vous donnez en gros votre description de où est votre code, comment le compiler, comment l'exécuter, et hop, c'est magique. Après, vous avez votre démonstration qui arrive automatiquement. Et ça, c'est fonctionnel actuellement. Vous pouvez demander à l'équipe de créer un compte. On peut vous le créer. Enfin, il faut juste qu'on vous ait vu physiquement quand même. On ne le fait pas ouvertement pour des questions de sécurité, mais voilà. Donc voilà, pour conclure, c'est on peut voir ça comme un nouvel outil en fait, à la fois de publication et de mesure d'impact de retour, en fait, d'expérience. Donc c'est quelque chose, moi je considère même au-delà de la publication, c'est même plus pour moi un outil où je travaille avec, sans même forcément immédiatement soumettre. J'ai un feedback avec mes co-auteurs, ce qui n'est pas forcément tout le temps facile. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'avenir qui j'espère en est qu'à ses débuts. Donc comme je disais, à la fois pour collaborer avec des gens et convaincre des gens et même voir tout de suite les défauts que ça a ou pas. Donc j'ai juste mis le lien pour avoir un suivi sur Twitter, on est présent, et quelques références. Merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors moi j'ai 2 ou 3 questions. J'avais une question je n'ai pas compris concrètement si... Parce qu'effectivement c'est c'est complètement bluffant, hein, mais si je suis un auteur et j'ai envie... j'ai l'impression que dans l'impact pour les auteurs, il y a le fait qu'une fois que c'est dans le système, ça permet de faire des trucs qu'on ne ferait pas soi-même, ou je sais pas... en particulier les démos. Et donc comment est-ce qu'on fait pour être auteur dans cette revue ? C'est-à-dire, est-ce que, moi le type d'auteur que je connais, il tape un texte en LaTeX, il l'envoie à quelqu'un. Donc là, il faut avoir préparé sa démo, il faut l'avoir déjà mis dans le système pour que les référés puissent aller voir. Pas forcément, en fait, vous pouvez déjà écrire l'article en votre algorithme, la méthode, avoir du code associé. Après, si en informatique, vous ne connaissez pas du tout comment marche le système, vous pouvez demander à l'équipe. En général, il y a l'éditeur qui se charge de créer la démo si elle n'existe pas. Mais même pour un article qui est juste soumis, pas encore accepté Oui. Alors il y a une phase un peu de préprint, du coup, qui, en général, si on commence à faire ces démarches-là, on sent qu'il sera accepté. C'est rare qu'un article commence à avoir une démo en ligne et soit refusé après. Oui, c'est ça, j'essaie de voir. Non, on commence par le code et si les étapes se suivent, la démonstration est faite, ce qui serait... D'accord. Et mon autre question, c'est l'archivage à long terme. On avait engagé une discussion il y a très longtemps avec Nicolas Limard, je crois que c'est comme ça que c'est, pour avoir une version d'EPOL dans Numdam. Bon, alors les ambitions n'étaient pas de reproduire le site, mais d'avoir juste un PDF et éventuellement une archive du code comme un zip ou quelque chose comme ça. Puis apparemment, c'est tombé dans les limbes. Alors je sais qu'au départ c'était vraiment une page web, tout était en page web. Oui, alors il n'y avait pas de PDF pour tout. Voilà. C'était l'un des trucs. Il y a eu un switch qui a été fait vers 2011. Et du coup maintenant, au point de vue archivage, je pense qu'il doit plus trop y avoir. Vu que tout est indexé, je pense que potentiellement et que tout est en PDF. Je pense que ça doit être faisable. Alors maintenant aussi, il y a l'architecture modulaire, donc je pense qu'on peut, à mon avis, facilement imaginer quelque chose qui exporte automatiquement. Autant avant, il n'y avait pas cette architecture modulaire, autant là, je pense que ça doit être faisable. Ah oui, il y a une dernière question qui est l'éditeur au sens, je sais pas, c'est-à-dire par exemple, il y a des DOI, donc quelqu'un enregistre les DOI, et il y a une personnalité morale quelque part qui est l'éditeur de la... Oui, dans l'équipe, c'est José Luis. Dans l'équipe, c'est un peu toujours les mêmes d'ailleurs, je crois, mais
Au niveau éditeur, ouais, il y a toute une étape ouais, d'enregistrement avec des... Non, mais ma question, c'est plutôt qui est formellement, enfin, je sais pas, à partir du moment où on a une publication, il y a un éditeur. Ah oui, alors oui, pardon. Ok, pardon, j'avais pas compris votre question. Il y a un éditeur associé qui est visible. Est-ce qu'on le voit là? En fait, il y a le nom de la personne éditeur. Hop, j'ai pas l'exemple là, mais oui, il y a un nom qui est associé à chaque article en fait. Il y a une association. Ouais. Il y a une personnalité morale. Est-ce qu'il y a une association? Ah, pardon. Une association. Alors, je crois qu'il y a eu la création en fait, ouais, d'une association. Alors, je sais pas trop où ça en est. Si c'est Cachan ou si c'est... Non, c'est pas... Non, je sais que il devait créer une association justement pour exister en fait, justement comme personne morale effectivement. Et là, ouais, ça c'était en 2015 où il y avait eu cette discussion là d'avoir. Après, je sais pas si ça avait été vraiment fait ou pas, mais effectivement, il y avait un besoin en tout cas. Ça avait été discuté. Ouais. Sur la page, sous la rubrique publisher, ouais. le nom de l'administratrice, c'est Sandra Doucet, qui est la bibliothécaire de Cachan. Ouais. Ouais. Bon, c'est extrêmement impressionnant. Pour moi, vous êtes un des meilleurs exemples. Quand je fais une présentation, je parle presque à chaque fois de vous parce que c'est exceptionnel. Mais, il y a deux questions. Techniquement, vous travaillez avec OJS. Donc, je vais reposer la même question. Est-ce que vous êtes content d'OJS? Et ça serait intéressant d'avoir un feedback. J'en ai discuté avec plusieurs personnes chez vous. Ils n'étaient pas tous complètement contents. Et puis, la deuxième question, ce qui m'impressionne, c'est la quantité de peer reviewing que vous avez à mettre en œuvre. Et donc, vous êtes combien l'équipe? Comment ça fonctionne au sens de nombre de membres du comité éditorial? Est-ce que ça vous pose un problème? Disons, en gros, si vous pouvez nous dire combien vous avez de soumissions, mettons, par an, combien sont acceptées par an et combien de personnes gèrent ça? Parce que c'est quand même gros. Le travail pour chaque article et chaque publication est très important. Alors, ouais, déjà, pour répondre par rapport à OJS, ouais, alors c'est... Je disais, c'est quand même un système, effectivement, je pense qu'il faut avoir une certaine habitude. Alors, avec l'expérience que j'ai, moi, alors parce que c'est critiquable au point de vue interfaçage, après, il y a plein de choses qui sont critiquables au point de vue interface, il ne faut pas... Après, effectivement, ça s'adapte un petit peu à l'interface, et il y a un gain de temps, parce qu'effectivement, refaire toute une interface a un coût... Pareil, utiliser d'autres interfaces, je ne sais pas s'il y a vraiment une interface idéale. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu des trucs un peu gênants quand même. Notamment pour l'aspect maths, j'ai eu, moi, d'expérience, un truc un peu bizarre. C'est-à-dire qu'en tant qu'éditeur, on avait des retours d'auteurs. Et puis, j'étais étonné, en tant qu'éditeur, c'est que la personne que je connaissais quand même ne répond pas à certaines reviews, en fait. Il prenait tous les points au départ, et puis tout d'un coup, il s'arrêtait. Et je vérifiais les articles, je me disais, mais c'est bizarre, pourquoi il ne répond pas à ça? C'est quand même juste, il y avait une formule. C'est au moment où c'est tombé après sur une formule. Et je me suis dit, mais pourquoi il ne répond pas? Donc j'ai quand même fait la remarque, je disais, tu pourrais quand même répondre à ça. Là, c'était pas... Il me fait, ah bon? Mais non, je n'ai pas vu. Et effectivement, en fait, il y avait un bug dans l'interface. Dès qu'on le reviewer mettait une remarque avec une formule dedans, tout le reste, ça n'existait plus. Oui, c'était pas fait pour les maths au départ. Voilà, ouais. C'est ça. Donc heureusement qu'on l'a détecté à ce moment-là, et Nicolas Limard, à l'époque, avait fait un retour de bug. J'espère que ça a dû servir, parce que... surtout en maths, d'ailleurs... Voilà, mais à part ça, après, quelque part, une fois qu'on connaît, il faut savoir comment ça marche, mais au moins, je pense qu'il y a quand même un gain de temps au final. Enfin, un gain de temps. Je pense qu'il peut y avoir des gens qui vont me dire ça va pas, non. Mais après, voilà, évidemment, c'est loin d'être parfait. Des fois, on cherche des fichiers, on ne sait pas où ils sont. Mais à force, je pense qu'on a les habitudes de dire, voilà, tiens, le lien, il est ici, et puis on y arrive. Quoi. Puis à terme, vous pouvez le faire évoluer, c'est ça, en fait. Voilà, c'est plus dans cet esprit-là. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on l'a gardé, mais ça marche parce que peut-être que l'équipe n'est pas trop grosse aussi. C'est-à-dire que si on ouvrait... Enfin, si ça avait un succès, fait trop vite un gros succès, je pense qu'il y aurait des gens qui seraient fous, mais... Alors, vous êtes combien? Comment ça fonctionne? Alors oui, alors après, pour la question répartition... Alors, le nombre de soumissions, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais par contre, ils ne sont pas forcément révélateurs. Parce qu'en fait, comme ça demande en fait un travail qui est conséquent, c'est-à-dire que la personne qui va se faire rejeter son article, c'est quand même difficile. C'est-à-dire que la personne, elle a du code, elle cible le journal, donc ça veut dire qu'elle connaît, elle sait ce que ça attend. En général, il faut qu'il y ait un truc de qualité quand même. Il faut du code, une démonstration qui marche et le truc qui est un peu original.
Et là-dessus, en fait, au niveau rejeté, enfin, en tant qu'éditeur, moi, l'expérience que j'ai, c'était plus quelqu'un qui s'était un peu, pas trompé, mais qui nous envoyait un truc qui était dans mon cas, c'était lié à la géométrie discrète, mais qui s'appliquait, enfin, que ça pouvait pas intéresser vraiment directement grand monde. Donc là, on l'a directement aiguillé en disant, bah, écoute, on peut faire l'effort, mais il faut vraiment que tu trouves une application. Et là, la personne a dit, ah bon, non, mais ok. Donc ça, on ne comptait pas vraiment comme une soumission, on pourrait, mais donc le taux de soumission est pas, voilà, c'est à peu près. Là, j'ai pas les chiffres en tête, mais voilà, on croule pas sous les soumissions, on se dire notre truc. Mais ça veut pas dire qu'il y a pas de soumission, au contraire. Enfin, on dirait qu'on commence à avoir des choses un peu plus de gens qu'on. Oui, mais l'équipe, vous êtes combien alors au niveau du membre du comité éditorial parce que alors, je sais pas s'il y avait la liste. Il y a la liste sur le site des éditeurs, mais là aussi, c'est un peu difficile à quantifier entre l'équipe, la grosse équipe quand même, et il y a Cachan. Après, il y a d'autres personnes aussi qui contribuent, donc je sais pas Baléares, si je me souviens bien. Les chiffres. Vous avez un petit groupe au Baléares aussi, si je me souviens bien. En fait, vous avez non, mais vous avez tout un groupe international. En Espagne aussi, ouais. Mais Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Eh bien, merci encore. Merci.